Monsieur le directeur, honorable jury, opposants et témoins, bonjour. Et oui, nous revoilà sur ce pupitre avec le souhait d'être à la hauteur, car ce sujet nous a laissé fort confus et perplexes devant sa complexité et son côté philosophique. Vu qu'il peut induire les imprudents en erreur, et je crains que vous soyez les imprudents aujourd'hui. Notre citation du jour s'intitule « Tout pouvoir est une violence ». Mais d'abord, qu'est-ce que le pouvoir et qu'est-ce que la violence ? Décortiquons ensemble cette phrase. Le pouvoir est d'avoir la possibilité et la capacité d'être apte et capable de prendre des décisions. Il est considéré comme légitime à condition qu'il soit exercé dans le cadre des droits de l'homme. Très simple. À l'autre pôle de la citation, la violence. La violence est un phénomène qui nous touche et qui nous concerne tous et sans exception. Elle fait partie intégrante de toute l'histoire de l'humanité et reste omniprésente sur nos écrans, les chroniques médiatiques, ainsi que dans les relations humaines quotidiennes. La nier reviendrait à s'enfermer dans un monde pacifique. Ce même terme signifie, encore une fois, l'utilisation de force ou de pouvoir physique ou psychique pour détruire, tuer, endommager. Détruire et endommager. Elle implique aussi des coups, des blessures, des conflits, de la souffrance et j'en passe. Son but premier, mesdames et messieurs, est la destruction. Ce proverbe de Mikhail Bulgakov, né le 3 mai 1891 à Kiev, est mort le 10 mars 1940 à Moscou, est un écrivain et médecin russe puis soviétique. Qui dit russe dit URSS, la Russie actuellement, un pays autrefois dictateur. Alors, opposants, ne soyons pas aussi étonnés par cette assignation qui a été écrite lors de cette sombre époque. Une époque de violence, mais une époque révolue. Pourquoi ? Parce qu'ils ont découvert que cette dictature n'a jamais été et ne sera jamais un moyen de gouverner un peuple. Elle est simplement un signe de lâcheté et de faiblesse, et non pas un signe de pouvoir et de force. Maintenant, chers opposants, tendez bien l'oreille et laissez-vous guider par la voix de la raison de mes coéquipiers, car on risque de vous surprendre aujourd'hui. Merci. Chère audience, honorable jury, bonjour à vous. J'ai l'immense honneur et privilège de me mettre aujourd'hui devant vous, derrière ce pupitre qui m'est familier. Et sachez qu'aujourd'hui est un grand jour pour moi, car je me considère chanceuse de pouvoir non seulement discuter un sujet qui me tient à cœur, mais aussi partager avec vous un point de vue qui est propre à mes convictions et à mes valeurs. Et je ne trouverai une aussi belle phrase pour commencer ce débat très prometteur que la fameuse citation qui a déjà été citée par ma chère opposante de Mikhail Bulgakov qui dit « Tout pouvoir est une violence exercée sur les gens ». Nous comprenons d'après cette citation que le pouvoir, la force et la dominance donnent tous naissance à une violence qui peut être non seulement physique, mais aussi psychique et morale. Alors, laissez-moi vous dire que le mot violence vient du latin vie, ce qui désigne l'utilisation de la force et le pouvoir. Je dis bien le pouvoir, sans égard à la légitimité de son usage. Pour vous aider à avoir une perspective plus réaliste, chers opposants, à y voir mieux les choses, je vous donnerai l'exemple de la violence politique, qui est considérée comme une condition pré-politique de la politique. C'est-à-dire le gouvernement qui applique des règles que les citoyens sont censés suivre à la lettre, sans avoir ni la chance ni l'opportunité de s'exprimer face à ce pouvoir qui leur était imposé. Mais l'être humain est un être qui refuse de se soumettre aux ordres. Et ça lui pousse à faire des choses qu'il regrette dans le futur, comme voler, agresser et tuer les plus faibles pour se sentir plus puissant. Ce qui donne naissance à la violence. Et laissez-moi vous dire, chers opposants, que combattre la violence par la violence n'a jamais été, n'est pas et ne sera pas une solution.
Donc, on peut déduire que sans pouvoir, il n'y aura pas de violence. Parce que c'est lorsque l'homme se sent plus puissant qu'il devient violent. C'est la nature humaine et malheureusement, personne ne peut faire en sorte de changer les choses. Le tueur ne tue que lorsqu'il se sent plus puissant que la victime. Le violeur ne viole que lorsqu'il se sent plus puissant que la victime. Et le citoyen ne menace et crie que lorsqu'il se sent plus supérieur que l'autre. Depuis des siècles et des décennies, et encore aujourd'hui, on respecte et on chérit les plus âgés que nous. Parce qu'ils ont beaucoup plus de pouvoir, parce que leur mot est plus fiable. Non, c'est considéré comme une violence morale. Lorsqu'on est doté d'un pouvoir, instinctivement, on vole la liberté d'autrui, on la détruit et on l'utilise comme un pion dans la société. Lorsqu'on voit qu'un politicien a le pouvoir de commencer et finir une guerre comme il le souhaite, de tuer une personne qui l'embête par un claquement de doigts, on assiste à un massacre de l'humanité, un massacre des idéologies, que nos descendants se sont battus et sacrifié leurs âmes. Et j'en citerai de grands noms, comme Nelson Mandela et Gandhi. Alors, définir l'importance d'un être humain à son directeur, à son patron, à ses parents, c'est le dévaloriser. C'est le dévaloriser. Alors, à quoi sert son existence si ce n'est qu'obéir aux ordres de son supérieur? Sur ce, je vous laisse, chère audience, avec mes coéquipiers qui donneront plus de sens à mes propos. Merci. Alors, opposants, vous avez parlé de la violence politique. Laissez-moi juste vous dire que c'est d'ailleurs les citoyens qui choisissent les politiciens. Et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le vote. Alors, le pouvoir n'est pas seulement crier fort. Le pouvoir est d'agir positivement avec tous les composants de la puissance. Citation de Jamal Abdel Nasser. L'école, chaleureuse assemblée, bonjour. L'école, un espace d'intellection, d'éducation, un lieu sacré d'apprentissage, du savoir-être et vivre, un sanctuaire de respect et de sécurité, non d'humiliation, de corvée, de dressage ou encore de violence. Tout éducateur, tout corps administratif conscient des objectifs de sa noble mission. Sa mission d'éduquer, d'enseigner, de nous tirer vers le haut, de nous aider à achever, finaliser et peaufiner nos objectifs. Terminer ce qu'on a commencé, le mener à une bonne fin. Excusez-moi. Adopter des comportements bienveillants, faire preuve d'empathie ou encore créer un environnement sain qui respecte l'élève ne peuvent qu'impacter positivement sa conduite, sa discipline, stimuler son envie d'apprendre, d'évoluer ou encore de construire un avenir meilleur. Aujourd'hui mieux qu'hier, demain mieux. Et oui, vous l'avez bien deviné. C'est d'ailleurs le slogan de notre établissement, n'est-ce pas, chers partisans? Prenons comme exemple notre cher établissement. Cet établissement qu'on a toujours considéré tel un second abri, une seconde maison, une deuxième famille, qui nous a guidés plus d'une fois vers le droit chemin, qui nous a couvés en tant qu'aiglons, ambitieux, prêts à déployer nos ailes et voler toujours le plus haut possible, qui nous a accompagnés tout au long de notre parcours mouvementé. C'est tellement chagrinant et décevant de vous voir défendre une telle position. Le corps éducatif et administratif détient le pouvoir sur les élèves, sur nous, et ce n'est point de la violence. Seulement si nos chers membres du jury ainsi que notre cher directeur pensent que le pouvoir qu'ils détiennent est une violence à notre égard. On a des droits à protéger, comme on a des devoirs à respecter, afin de créer un milieu favorable qui permettra une bienséance malgré nos différences. Permettez-moi de clarifier mon argument. Prenons un certain monsieur L, professeur de français, a élaboré une charte de classe dès le début de l'année avec ses élèves, en coopération avec ses élèves, pour organiser le déroulement de sa séance. Alors, à votre avis, le pouvoir que détient monsieur L est-il une violence ou tout simplement une façon d'organiser et de gérer le déroulement de sa séance afin d'éviter toutes sortes de chaos et d'anarchie?
Le pouvoir ne sera jamais, et je dis bien jamais, considéré comme violence. Et oui, vous voyez, la vérité triomphera toujours. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, chaleureux spectateurs, bonjour. Mais quel plaisir de débattre ce sujet. Comme par hasard, lors de mes débats précédents, j'avais pas mal de fois mis l'accent sur le fait que le pouvoir rend fou. J'avais toujours rappelé cette vérité blessante qui ne fait que ruiner notre monde et qui efface petit à petit l'humanité dans nos esprits. Chers opposants, c'est honteux de vous avouer qu'un enfant de 7 ans peut voir clair dans le jeu des gens au pouvoir, mais malheureusement pas vous. Je suis sûre et certaine que vous avez tous déjà regardé le dessin animé Disney La Reine des Neiges. Lors de son couronnement, Elsa s'est enfuie car elle était consciente que ses pouvoirs allaient devenir de plus en plus agressifs et de plus en plus violents dès qu'elle va s'emparer du pouvoir. Un exemple simple transmis aux enfants pour les avertir du danger auquel ils seront affrontés une fois plus âgés. Et cela, chers opposants, n'était qu'un petit coup de main afin de vous aider à déchiffrer ce message, car je vois que vous n'y êtes pas arrivés seuls. Bon, aujourd'hui, je suis aussi décidée à enrichir votre culture générale par un autre petit exemple assez clair et efficace. Voyageons un peu dans le temps, revenant à une époque sombre qu'a vécue les Romains sous le règne de Caligula, ou surnommé aussi l'empereur de la terreur. Depuis l'âge de 5 ans, ce dernier était un enfant type chez tous les habitants de Rome. Calme, aimable et gentil, il n'a jamais subi ni de violence ni de maltraitance. Tout se passe bien jusqu'au jour où vint enfin son tour pour prendre le pouvoir. Son règne a duré moins de 4 ans, mais ces 4 années ont suffi pour que nous parvienne l'image d'un empereur fou, ivre de sang et de pouvoir. Croyez-moi, mes chers, Caligula avait l'habitude d'enfermer les personnes de son choix dans une cage avec des lions affamés et les regarder se faire dévorer cruellement avec un grand sourire victorieux. Ou encore, il rassemblait tout son peuple sur une grande pelouse et les interdisait de bouger, même pas d'un poil, toute une journée sous le soleil. Et comme il disait, qu'ils me haïssent tant qu'ils me craignent. Ou encore, plus ô Dieu que peuple n'eût qu'une seule tête, sous-entendu pour qu'ils puissent la trancher plus aisément. Au final, quel est le sort d'un tyran et d'un sadique de la sorte? Eh bien, c'est de se faire assassiner par ses propres gardes. De nos jours, nous n'avons pas besoin de violence dans cette vie, mais plutôt de solidarité et d'égalité. Merci. Opposants, on parle du pouvoir dans notre société et non pas dans le monde des bisounours, des libérés, des livrés. Pouvoir et violence, pouvoir et violence. 2 mots résonnent aujourd'hui et trottinent dans nos têtes tels des battements de tambour, des battements de cœur, un son d'une horloge. Tic-tac. Vous interprétez ces 2 mots de la manière qui vous plaît, mais vous ne faites qu'assombrir ma vision du monde et créer au fond de moi un sentiment de malaise et d'oppression. Cher auditoire, prêtez-moi votre attention et laissez-moi vous prouver pourquoi la thèse de nos opposants est insensée. Quelqu'un qui détient le pouvoir n'est pas forcément violent. Prenons un exemple concret afin d'illustrer mes propos. Le pouvoir parental. Selon le droit français, le pouvoir parental est l'ensemble de droits et des devoirs des parents exercés dans l'intérêt et le bien-être de l'enfant jusqu'à sa majorité, c'est-à-dire ses 18 ans. Il consiste en 3 choses: le protéger, l'entretenir et assurer son éducation. Être parent, c'est être contenant. Derrière cette image, il y a une double idée. Premièrement, l'idée d'être cadrant au sens de fixer des limites et des cadres au désir de l'adolescent, mais également l'idée d'être enveloppant au sens protecteur. Notre famille, plus particulièrement nos parents, nous imposent le respect et la préservation de nos valeurs ainsi que nos principes. Ils nous interdisent un tas de choses: la mauvaise fréquentation, la prostitution, les amourettes, la drogue, de fumer, de boire de l'alcool et j'en passe. Pourquoi, à votre avis ?
Eh bien, pour nous protéger contre les dangers qui peuvent nous menacer. Attention, je ne dis pas qu'on doit être soumis à l'autorité parentale. Je dis juste que la liberté excessive mène à la délinquance. Je ne généralise pas, mais il y a des jeunes moins matures que d'autres et donc ils ont besoin de la surveillance, de la tutelle et du guide de leurs parents puisqu'ils ont plus d'expérience et savent beaucoup dans la vie. Sans le nier, on a tous une référence. La mienne, c'est ma mère, qui est assise juste là d'ailleurs. Permets-moi de leur raconter notre routine matinale et surtout la fameuse phrase « Yasmine, le petit jaquetta ». Et moi, la tête de mule, ignorante à ces paroles, me souciant uniquement de ma tenue, je tombe malade dans les 2 prochains jours à venir. Et j'en doute fort que je sois la seule. Quelle ironie du sort. Mon exemple est issu de la réalité et non pas de l'abstrait que vous défendez, ou plutôt dirais-je que vous essayez de défendre, puisqu'apparemment vous avez du mal à le faire. Actif égale à passif, débit égale à crédit, emploi égale à ressources et donc pouvoir égale à protection. Vous voyez, c'est très simple. On partage la même branche, mais malheureusement, ce que je vois, on ne partage pas la même logique. Merci. L'année est 3 millions avant Jésus-Christ, lors du tout début de l'humanité. Le beau temps, la nature, l'air frais. Mais même depuis le tout début de l'humanité, le pouvoir existait. Ce dernier était ce que désirait l'humain le plus. Et pour avoir cette sensation-là, quelquefois, il avait recours à la violence, même si c'était implicitement. Ce n'est pas quelquefois, mais c'était toujours. Bon, chers camarades, honorables jurys, chers directeurs et chers partisans du contre, bonjour. J'aimerais commencer mon intervention en vous donnant un exemple du tout début. Les hommes de caverne. Ces derniers vivaient en tribu. Le plus fort et le plus dominant d'entre eux était le chef. Ce dernier avait un régime. Et celui qui s'opposait sur ce régime, tout simplement, il les tuait, soit violait leurs femmes, soit les exilait. C'était un des 3, simple et efficace. Donc, maintenant passons à un temps plutôt lumineux. Les trentaines et les quarantaines. La musique, les bals masqués et la Deuxième Guerre mondiale. Bon, Hitler, homme qui a régné sur l'Allemagne depuis 1938 jusqu'à sa mort en 1945. Ce dernier avait le pouvoir, mais je ne pense pas qu'il voulait le bien de son pays. Parce que pour commettre des actions comme le Holocauste, ou bien commencer une deuxième guerre mondiale qui a causé entre 70 millions et 85 millions de morts, tout simplement parce qu'il a voulu bel et bien plus de pouvoir pour se sentir accompli, je ne pense pas. Cela est bien pour son pays. Bon, je vais vous donner un autre exemple. Vous allez peut-être me dire que, mais voyez, ces exemples sont vieux, pourquoi ne pas nous donner un exemple concret? Donald Trump, président des États-Unis, homme fort. Bon, cette personne-là, milliardaire. Il y avait un leak dernièrement par un groupe de hackers nommé Anonymous. Ces derniers sont connus pour être dignes de confiance. Ce leak parlait des emails de Donald Trump où il avait donné des commentaires islamophobiques et racistes, mais je vais mettre ça à côté pour l'instant et je vais parler de ce qui m'intéresse. Donald Trump avait admis d'avoir violé une petite fille en 2012. Certes, cela peut ne pas être vrai, mais même pas une toute simple petite investigation n'a été faite. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est le plus puissant à l'instant, en 2020. Vous allez me dire, mais pourquoi ça? Parce que qui dit violence, dit pouvoir. Ces deux-là s'entraident. Alors c'est vrai, Madame Mouflih, que nous, on choisit les politiciens qu'on veut. Mais il faut aussi comprendre. Il faut aussi comprendre si on choisit n'importe quelle personne, le résultat sera le même. Parce que la violence fait partie de notre vie. Merci. Avant de commencer, je tiens juste à dire que vous pensez vraiment, solennellement, qu'un dirigeant voudrait du mal de son pays? Je ne pense pas. Bref, commençons. Chers opposants, chère audience, chers jurys, bonjour. Après que mes camarades aient parlé du pouvoir à l'école et du pouvoir parental, moi, ici présent, je vais aborder l'un des points les plus importants, le pouvoir politique. Et en déduire par une équation toute simple que le pouvoir n'égalera jamais la violence. Mais avant cela, parlons un peu de psychologie. D'après Bertrand Russell, l'un des plus grands philosophes et hommes politiques du XVIIIe siècle, le pouvoir est tout simplement le fait et la capacité d'engendrer des effets désirés. Et il n'a jamais précisé que c'était par la violence.
Je pense que, mes chers opposants, vous êtes en train de confondre l'anarchie et la violence. Et l'anarchie et le pouvoir. Et en parlant d'anarchie, avez-vous déjà entendu parler de cette célèbre citation de Léo Ferré, « Le désordre, c'est l'ordre, moi le pouvoir ». On pourrait déduire de cette citation et expliquer que par une équation. Déjà, on va dire que l'anarchie égale le désordre, car l'anarchie est le désordre résultant d'un manque d'autorité et qui pourrait engendrer de la violence. Comme j'avais dit, l'anarchie égale le désordre. Donc, on pourrait dire que l'anarchie égale l'ordre moins le pouvoir. Donc, si vous avez bien suivi vos cours de maths, le pouvoir égale l'ordre moins l'anarchie. Et comme j'avais dit que l'anarchie était une forme de violence, on pourrait en déduire tout simplement que l'anarchie égale l'ordre, égale le pouvoir moins la violence. Vous êtes toujours convaincu que que tout pouvoir est une violence? Si vous l'êtes toujours, c'est que vous vous voilez la face, tout simplement. Maintenant, passons. Je vais vous présenter les plus grands dirigeants de l'histoire et qui l'ont marqué. Commençons par Abraham Lincoln, l'un des plus grands dirigeants de l'histoire. C'est l'homme qui a réussi à unifier les États-Unis pendant la guerre de sécession. Et ce n'est nul autre que l'homme qui a aboli l'esclavage. Revenons un peu dans le temps, vu que vous aimez bien Rome. Parlons de Auguste. C'est le premier empereur romain et c'est celui qui a apporté paix, prospérité et ordre à Rome après l'assassinat du célèbre Jules César. Alors, mes chers opposants, je vous invite à rejoindre de notre côté et à abandonner vos idéaux absurdes, car le pouvoir ne sera jamais une violence. Merci. D'abord, mademoiselle Yasmine, je voudrais te répondre. En fait, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. Ce que je vous ai dit, c'était un exemple. La Reine des Neiges, c'est un message transmis et que vous n'avez pas déchiffré. De deux, crier ces violences, punir ces violences. Et c'est ce que font nos parents, même si c'est pour notre bien. Et de trois, pas mal d'écoles exercent une certaine violence sur leurs étudiants et leurs élèves. Et ça, Dieu merci, c'est pas dans notre école. Mais oui, quand ils ont le pouvoir, ils exercent la violence sur leurs élèves. Merci. Bon, après, maintenant, mettons les choses au clair. L'être humain est mauvais. Dès qu'il se sent un peu plus supérieur, il commence à exercer une sorte d'autorité sur les personnes au-dessous de lui. Des fois, je me demande s'il y a vraiment une différence entre une certaine catégorie d'hommes avec un grand H et l'animal. J'ai comme l'impression de parler ici d'une chaîne alimentaire, celle où, par exemple, l'ours mange le phoque mange la morue arctique mange le plancton et le plancton se nourrit des algues. Pour résumer, la loi du plus fort. Regardons autour de nous, zoomons sur le grand nombre de bonnes qui subissent une violence verbale et physique de la part de leur employeur. Pourquoi est-ce qu'elles subissent ça? Est-ce parce que c'est leur destinée ou est-ce parce qu'elles ont besoin de ce travail légal pour survivre dans ce monde cruel? C'est désolant de vous l'avouer, chère audience, mais nous ne sommes pas en sécurité dans un univers où l'argent fait la loi, où l'argent et le pouvoir se complètent. Débit, crédit, ressources égale emploi, pouvoir égale argent. Bon, et John Kalman avait dit un jour, l'enfer a deux pôles, l'un se nomme l'argent, l'autre se nomme pouvoir. Au final, aucun des deux ne sauveront votre âme et ne vous aideront à dormir la nuit. Merci. Wow, opposants, vous êtes violents quand vous parlez de violence. Avez-vous été impacté par le sujet ou vous cherchez simplement d'estomper votre manque d'arguments par du sarcasme? Ou peut-être un peu des deux. Bon. Ce n'est pas parce que c'est une citation de Mikhail Bulgakov, avec tout le respect que je lui donne d'ailleurs. C'est pas parce que c'est un écrivain, Mikhail Bulgakov, qu'on ne devrait pas le contredire. Enfin, cette citation a été écrite lors du 19e siècle et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Et 2021, dans 15 jours, on est d'accord. Et en plus, ce qui est valable à une époque ne l'est pas forcément à une autre,
puisque les idées changent d'une manière incroyable, en un étroit laps de temps, en un claquement de doigts et en un clin d'œil. Alors imaginez de génération à une autre. Franchement, ne nous dites plus de telles absurdités parce que là, je sais que vous mentez en vous voilant la face et comment dire, un mensonge en procure souvent un autre. Maintenant, réfléchissons ensemble à une personne qui peut détenir le pouvoir. Voyons. Un leader. Mais qu'est-ce que le leadership? La question est plus difficile qu'il n'y paraît. Le leadership est l'influence psychologique, sociale et politique d'un individu ayant des compétences professionnelles et personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté et suivi par un groupe de personnes. Nous avons tous connu des leaders dans notre quotidien, que ce soit des directeurs, des dirigeants, des managers, des entraîneurs ou autres. Ces personnes ambitieuses, capables de nous faire grandir et de nous embarquer dans leurs projets. En dirigeant, le leader prend les décisions qui contribuent efficacement à donner vie à la vision. Il trace un pont entre le rêve et les réalités avec des actions concrètes et bien ordonnées. N'est-ce pas, monsieur Younes? Dites-moi, qu'est-ce que vous rappelle cette citation? Jouer mon rôle de leader afin de tirer ma communauté vers le haut. Ne serait-ce pas l'un de nos 7 principes à l'école autant qu'aigle ambassadeur? Et vous pensez vraiment que si le pouvoir ou même le leadership mène à la violence, il sera l'un de nos principes à l'école? Quelle ignorance! Mesdames et messieurs, c'est avec une énorme tristesse et un grand chagrin que mes mains frôlent ce pupitre à l'idée de s'en séparer dans les instants à suivre. Mais avant, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Excusez-moi. Opposant, qu'est-ce que vous voyez? Vous direz certainement du mal dans du bien, mais moi je dirais du bien dans du mal. Et comme a dit François Guizot, le monde appartient aux optimistes. Les pessimistes ne sont que des spectateurs. Et j'ai constaté que vous êtes les spectateurs aujourd'hui. Merci. Nous appartenons à une société où le patriarcat domine, que nous le veuillons ou non. Cette culture de dominance masculine est clouée dans nos racines depuis bien des siècles. Certains remettent le fait au dos de la religion, un acte que je trouve barbare et aberrant, manquant de toute civilisation et de décadence. Toute religion monothéiste confondue n'a pas son mot à dire quand il s'agit d'humanisme. Les religions ne sont pas le bouc émissaire du sexisme présent, et plus précisément du comportement masculin. Un mensonge qu'on a inculqué aux jeunes filles dès leur plus jeune âge pour les effrayer et profiter de leur sensibilité. Il y a des décennies, les femmes ont subi partout dans le monde une autorité qui leur est imposée, due au pouvoir masculin. Un pouvoir qui a fait en sorte de supprimer, d'éradiquer, de mutiler toute la gente féminine en faisant d'elle un objet sexuel, un jouet à manier comme il le souhaite. La vie d'une femme, d'après cette culture sexiste, se résume au ménage, à la cuisine et au service de l'homme. Et à ce moment, je m'adresse à vous, les hommes présents dans cette salle, pour vous rappeler qu'il ne faut pas être une femme pour défendre cette cause qui maltraite vos semblables, qui maltraite vos homologues. Environ 140 millions de femmes ont subi une forme de mutilation sexuelle féminine, dont 30 millions sont menacées dans la prochaine décennie à avoir recours à cette pratique qui prive toute femme d'un désir sexuel qui lui est propre. Un moyen pour les hommes de profiter de contrôler leur sexualité. Et ça, c'est de 1. De 2, les pédophiles. Ces derniers représentent 1% de la société, dont 96% sont des hommes. Et les 4% de femmes restants ont été violentées pendant leur enfance par un homme, ce qui nous donne un 100% d'hommes pédophiles. Et ça, c'est de 2. De 3, une femme sur 3 est victime d'agressions physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Un chiffre accablant qui méprise, qui présente la violence à l'égard des femmes comme l'une des formes de violence d'hommes les plus systématiques et les plus répandues. Et sévit à travers le monde, dans l'espace public comme dans la sphère privée. Et ça, c'est de 3. De 4, les zoophiles, ceux qui violent les animaux. Ces derniers représentent un 100%
d'hommes. Alors, chère audience, de 1, de 2, de 3 et de 4, je refuse d'entendre dire qu'il s'agit de problèmes de femmes où les hommes bien sont ceux qui les aident et le soutiennent. Parce qu'il ne s'agit pas de problèmes de femmes, mais il s'agit de problèmes d'hommes avec un petit H. On a depuis longtemps répandu ce mensonge à travers le monde en faisant en sorte de blâmer la victime à la place du criminel. Et aujourd'hui, je dis non, non à ces injures, non à ces calomnies. Voici une représentation où tout le monde doit se sentir concerné. Depuis que l'homme a pris le pouvoir, les violences se répandent de plus en plus. Et j'essaye de comprendre pourquoi, mais je n'y arrive pas. Pourquoi cette violence est répandue dans le monde entier? Que se passe-t-il? Pourquoi les hommes abusent-ils des enfants, des hommes, des femmes, des petites filles qu'ils prétendent aimer? Qu'arrive-t-il aux hommes? On entend parler de cet abus partout dans le monde et encore, ça ne s'arrête jamais. Qu'arrive-t-il aux hommes? Pourquoi les hommes abusent-ils des enfants? Pourquoi les hommes violent et agressent les femmes? Pourquoi autant d'hommes sont violés par d'autres hommes? L'homme représente donc son pire ennemi. Au nom des 7 merveilles du monde, qu'arrive-t-il aux hommes? Il s'agit d'un problème social beaucoup plus grave qu'on ne le croit. Les coupables ne sont pas des monstres dont l'apparence est terrifiante, mais ils sont des êtres humains normaux et ordinaires. Après multiples réflexions, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce que les hommes ont de plus que les autres êtres vivants sur cette terre? La question, chère audience et chers opposants, la voilà juste derrière moi et devant vous. Le pouvoir. Merci.